Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Sud Radio et comme chaque dimanche, c'est excellent, tout simplement. C'est un acteur que les Français adorent, Antoine Duléry, bienvenue. Bonjour Judith. Bonjour, vous êtes un des visages de la fin de l'année sur TF1 avec 2 comédies événements. Il y a RIP, La vie vous va si bien aux côtés de Claudia Tagbo. Ça c'est le 8 et le 15 décembre. On va vous retrouver aussi le 22 décembre dans la comédie familiale Panique au grand magasin aux côtés notamment d'Arnaud Ducruet et de Michel Bernier. Sur scène, il y a le retour de votre spectacle. Antoine Duléry lit Entre les lignes. C'est à Lyon dès le 13 janvier, si je ne me suis pas trompée. Et puis je reprends ma respiration. Il y en a, vous avez reçu le prix Alain Terzian pour votre livre Acteur. Oui, Acteur, oui, j'étais très fier. Sorti au Cherche Midi, c'est lors du prix du livre de Marseille en 2025. C'est sorti en 2020, donc c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais. Je recueille les fruits un peu plus tard, mais c'était sympa. Il y avait Franck, Olivier Gisbert. On va pouvoir en parler. Plein de belles personnes. Et puis mes 2 invités se connaissent et c'est pas n'importe quel lien. On va en parler tout à l'heure. J'aime quand ça arrive. J'ai pas fait exprès d'ailleurs. C'est un compositeur majeur de notre scène classique contemporaine, Laurent Couzon. Bienvenue. Bonjour Judith. Bonjour. Alors après le succès de votre Requiem 19, vous avez créé et proposé le 24 novembre dernier à l'église Saint-Étienne-du-Mont de Book of Life. C'est une œuvre qui fait dialoguer les cultures, les textes, les religions. Et puis vous vous arrêtez pas là. Vous venez de sortir un nouvel album, Néo-Classical Suite. C'est un voyage intimiste au piano accompagné d'un quatuor à cordes, disponible sur toutes les plateformes évidemment. Et puis sans oublier bientôt Rendez-vous à Paris avec vous le 27 décembre à l'église de la Madeleine. Ça c'est des concerts que vous faites tous les mois. C'est pour un concert exceptionnel cette fois-ci autour de la symphonie 7 de Beethoven et du Requiem de Fauré, tout un programme. Magnifique, oui. Magnifique. On suit ça avec attention. De l'excellence à tous les niveaux ce soir, vous l'aurez compris, c'est excellent. C'est Sud Radio, bienvenue chez vous. Allez, on va écouter un petit peu quand même Antoine Duléry. Je suis le directeur du magasin Les Galeries Super Chouettes. Laissez-moi deviner, c'est la banquière qui veut fermer? J'y suis pour rien si ça marche plus. Vous avez une deadline? 31 décembre. Pour rebooster les ventes, j'ai pris un animateur. Appelez Nikos? Non, c'est son sosie. Il est juste un peu plus grand que le vrai, mais sinon c'est les mêmes. Ah bon, les petits Nikos? En vrai, tu lui verses tes talonnettes, il fait 1m12. Oh non, tu l'as rappelé? Est-ce que je peux avoir des renseignements sur les matelas? Je ne suis pas un vendeur. Ça va pas se passer comme ça. Vous n'avez rien à prendre, je passe pas là. Moi, ça me fait déjà presque rigoler, j'avoue. Un Panique au grand magasin, donc c'est le 22 décembre sur TF1 avec vous, Antoine Duléry. Ça a été réalisé par Arnaud Ducruet et puis Tom Villa aussi. Ils sont assez drôles tous les deux. Il y a un sacré casting. Oui, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai pas vu tout le monde parce que j'ai fait que ma partie. Mais il y a mon camarade Franck Dubosc, il y a Michel Bernier, il y a Daniel Prévost, Gilbert Montagnier, Maxime Gaston. Vous êtes tous à chier. Tais-toi ta gueule, tais-toi Laurent. Alors, je vous le dis, hors antenne, chères auditrices, chers auditeurs, depuis tout à l'heure, on a des imitateurs, c'est ça, de monsieur Antoine Duléry. Oui, il y a beaucoup de monde et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un truc que j'ai pas encore vu, mais je vais le voir en direct à la télévision. Bon, ça, oui, c'était très très drôle. C'est une équipe formidable. J'ai même pu tourner aussi avec Victoria Abril. Ah oui. Voilà. Alors Victoria Abril, elle est comment elle parle? Vous la faites aussi comme ça? Non, je sais pas la faire. Elle est caliente. Non, c'est bien, c'est marrant. Oui, c'est un truc, un projet, un scénario complètement fou, très rigolo, comme l'humour de Ducret, qui est un type aussi très bel artiste, mais qu'un homme vraiment merveilleux, d'une gentillesse que j'ai croisé plusieurs fois. On avait fait un sketch des Inconnus Berléand, lui et moi, il y a quelques années. On se croise et puis il m'a appelé comme ça avec Tom Villa. Donc c'est votre premier film avec lui? Ouais. C'est un mec super. Puis il a plein d'idées. Il est tout feu tout flamme. Là, il est au théâtre. J'adore ce mec. Vraiment. Est-ce que du coup vous avez réussi à tourner sans rire? Parce que on se demande. On s'est marré, mais oui, non, ça a été. Non, c'est sérieux quand même. Non, c'est sérieux. Vous savez, la comédie, tout le monde dit quand il regarde Camping, par exemple, ils disent vous avez dû vous marrer. Comme il se marre dans la salle, il pense qu'on tourne en se marrant. Or la comédie, il le sait Laurent, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Plus vous êtes sérieux, plus vous faites rire les autres. Oui, donc faut surtout pas rigoler, quoi. La comédie, ça doit se jouer comme un drame. Puisque tout ce qui arrive aux gens dans la comédie, ça doit se jouer comme un drame. Mais oui. Ça, on apprend des trucs dans cette émission. Parce que regardez, par exemple, je reprends le Camping, le film. Qu'est-ce qui nous arrive à nous? Tout ce qui arrive au personnage, c'est dramatique. Moi, je me fais choper avec un texto, un sextape que j'ai envoyé. Donc ma femme divorce de moi. Vous voulez qu'on l'écoute, l'extrait? On va l'écouter. Franck, il veut récupérer sa fille. Claude, il veut récupérer son emplacement 117. Il y a que ça. On n'est que dans des drames. Et c'est ça qui fait poiler le Pékin. Allez, on vous écoute dans Camping, j'allais dire Morning. C'est ta mère qui nous souhaite un bon anniversaire. Oh, montre-le-moi, fais-le-moi lire. Attends, Sophie, on est en train de dîner. On va pas se pourrir la vie à cause d'un SMS. Bah, si t'as rien à te reprocher, tu me le fais lire. Qu'est-ce que tu fais avec ton portable, Qu'est-ce que tu fais, là, dans ta poche? T'es en train d'effacer, là. Ah, vas-y, donne-moi le portable ou...
Écoute, ça va te paraître complètement dingue, mais je ne connais pas cette Bunny. Alors, Paul, je suis dans la région. Je pense à toi. J'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minou signé Bunny. Alors ça, vous êtes répandu dans la presse ces temps-ci sur cette petite histoire parce que évidemment les gens vous arrêtent dans la rue en vous appelant le bouffeur de minou, peut-être un peu moins maintenant. Mais à l'époque quand c'est sorti, votre fils avait 9 ans. Oui, je me baladais dans la rue Voilà. avec Raphaël qui a maintenant 28 ans et toute la journée il entendait papa, il entendait le bouffeur de minou. Papa, qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer, mais ma vie ce sera comme ça, je serai le bouffeur de minou, Polo. Et puis on a fait vous savez, c'est très rare dans la carrière d'un acteur de faire des gros succès. Il y a des très grands acteurs qui ont fait plein de films mais qui n'ont pas forcément fait des gros succès. Ça nous appartient pas, c'est très rare. Donc les Bronzés, c'est les Bronzés, nous c'est ça, Noiret, c'était le vieux fusil, et moi ce sera Polo jusqu'à la fin. Mais c'est formidable parce que ça a tellement plu. Et la scène qu'on vient d'entendre, c'est une scène culte. C'est rare de faire une scène culte. Clairement, ouais. C'est pas notre faute, c'est comme ça. C'est rare de faire des scènes cultes. Je le dis toujours à Mathilde, je dis, te rends compte, on a fait une scène culte, quoi. Et ça, on sait pas quand on la tourne. C'est vrai que ça marque les esprits, ça a marqué plusieurs générations. Hein. Ouais. Ah oui, sauf que moi je m'en souviens bien de la scène qu'on a tournée toute la journée. C'est censé être la nuit, mais enfin on a triché. J'ai bouffé des bulots quand même de 8h à 19h, et à la fin je dis ça y est, c'est fini. Et le metteur en scène dit non, il manque un plan, on le refera demain matin. Et à 7h30 le lendemain matin, j'ai rebouffé des bulots et bu du faux vin blanc, en même temps, c'est-à-dire quand on du est bouffeur de minou, j'ai envie de dire. Oui, mais là, j'en peux plus, j'en peux plus. Comme dirait Arditi, j'en peux plus, mais qu'on me donne un mur, j'en peux plus des bulots, hein, voilà. Bon, vous avez une autre actu, Antoine Duléry, voilà, c'est à cause du bulot, je crois. C'est Rip, la vie vous va si bien, ça c'est réalisé par Alexandra Coffre, et ça passe le 8 décembre, saison 2, épisode 1 et 2, aux côtés de Claudia Tagbo, encore un casting assez sympa, il y a aussi Philippe Lelouch. Oui, Philippe, il y a plein de gens, l'histoire est marrante, c'est une comédie, pas une comédie, pas policière, une comédie sur fond de pompe funèbre, donc c'est assez rare, d'où Rip, qui escatine passé. Et donc je fais le méchant concurrent de Claudia Tagbo, qui elle aussi a une pêche incommensurable et qui est aussi, je dois dire, très sympathique et très volcanique, et qui était très content que je rejoigne la série, ce qui est toujours très flatteur. C'est elle qui est venue vous chercher? Je sais pas, mais en tout cas elle m'a dit en arrivant, je suis très content que tu sois là, tu upgrades la série, et j'étais très heureux. Mais maintenant c'est bien, avec les années, je travaille beaucoup avec des jeunes et qui me disent on est content de vous avoir. Non, mais je suis encore très jeune, mais c'est vrai que avec les années, parce que regardez, Camping par exemple, la scène de Camping, elle a 20 ans. Oui. Elle a déjà 20 ans. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Incroyable. Laurent, c'est encore. Et ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Voilà. Alors quand même, cette Rip, la vie vous va si bien, il faut savoir qu'en juillet 2024, quand c'est passé, le pilote, c'était un énorme succès, il y avait eu genre 3,9 millions de téléspectateurs. C'est un épisode inédit là qui va être diffusé, on s'attend au carton quoi encore. Hein. J'espère, mais tout ça c'est grâce à moi. Hein. Bah oui, évidemment. Parce que vous upgradez la série. Non, c'est parce que c'est bien foutu, puis c'est original, et puis porté par Claudia qui a vraiment encore une fois une pêche d'enfer et qui embarque tout le monde, quoi. Et l'équipe, les acteurs, c'est un phénomène. Hein. Et puis alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a de l'humour, il y a de l'émotion, puis il y a aussi des thèmes très intimes. Il y a le deuil, il y a l'héritage. Je crois que ça parle aussi d'illettrisme à un moment donné. Oui, il y a ça. C'est un thème assez invisible dans la France d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est aussi ça qui touche le cœur des gens quelque part. C'est des sujets qui leur parlent directement. Quoi. Toutes les films en général, ou les comédies en particulier, mais les comédies c'est important. Celles qui marchent, c'est parce qu'il y a toujours un fond social. Il y a quelque chose, il y a une vérité, il y a une sincérité. Pour revenir, encore de Camping, pourquoi ça a marché? Parce que Franck Dubosc, il a fait 35 ans de Camping. Donc c'est pas des producteurs qui se sont dit tiens, on va faire un film sur le camping. Il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotion dans le 1. Et donc je crois aussi dans Rip, c'est ça qui a touché pour les premiers épisodes, c'est que on parle avec légèreté de sujets graves. Voilà. Vive la comédie pour ça. Vive la comédie. Alors Laurent Couzon et Antoine Duléry, vous connaissez, on en vient à la question qui vous lie tous les deux, qui a une petite souris m'a dit, je sais pas, que vous avez en commun quelqu'un, n'est-ce pas? Laurent Couzon et Antoine Duléry. Le plus grand, le patron. Une personne, pas n'importe laquelle, cette personne. Le patron. C'est qui le patron? Le patron, c'est notre Claude Lelouch national. Vous dites en même temps. 1, 2, 3. Claude Lelouch. Ok. 51 films. Moi, j'ai fait combien de films? 6,5. 6,5. Moi, j'en ai fait 8 déjà. T'en as fait plus. On va attaquer le 9e. Vous êtes un acteur
j'en ai fait exclusif plus que avec toi. lui. Hein, Ouais, c'est incroyable. ça. Ah bah moi je ne tourne Une que tournée avec qu'avec Lelouch. lui. Ma carrière d'acteur C'est très s'est arrêtée chic. là. Très chic. Mais attendez. pourquoi pas Il Oui. est bon ce con en plus. Il est bon, moi je l'ai vu dans Finalement. Il est vachement bien. Non, mais ce qui est acteur. drôle, c'est que- En dehors d'être un très grand musicien, bien sûr. Je sais pas pourquoi il m'a toujours vu en tant qu'acteur, mais c'est vrai qu'il m'a fait faire des scènes avec Dujardin, avec Cad, avec des grands acteurs, avec Anouk Aimé, etc. Moi, j'avais à peine le trac face à des grands acteurs comme ça, incroyable. Mais c'est génial alors comme que tu as, aventure. on peut le dire, Il y même avait si on- Antoine Duléry aussi. Vous n'avez Oui, pas mais fait une on scène n'a jamais ensemble? été ensemble. Ah non, on n'a pas fait. D'accord. Et alors, même si on est à la radio, c'est incroyable parce que tu as un physique difficile. Tu articules très mal. Non, il est beau. Il a une tête d'acteur. C'est pour ça. Vous savez, Claude, il repère les gens. Et puis surtout, ce qu'il aime, Claude, enfin, pardon de parler à ta place, mais il aime, je crois, les gens de cœur et les gens bien, tout simplement. Et Laurent est quelqu'un de bien. Moi, je le connais depuis des années. On se croise, on se connaît pas très bien. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de modeste et qui fait bien son boulot. Et vous savez, Claude, il faut faire bien son boulot. Ouais. Et il faut être C'est à ça l'heure. les grands Ouais, grands il faut être- réalisateurs. Exact. Il faut être Précis, à l'heure quoi. et même en avance, comme il m'a dit un jour. Et moi, la première fois que je l'ai vu, je devais le voir pour tout ça pour ça. J'étais jeune et on m'a dit, Monsieur Lelouch, je veux vous voir. Il reçoit plein d'acteurs de 8h à midi. Je savais qu'il se levait à 5h. J'ai dit, je vais être le premier. Je suis arrivé à 8h. Je suis même arrivé à 7h30. Ça lui a déjà, plu, hein. ça a dû lui plaire. Déjà, Ouais. ça lui a plu. Je suis pas arrivé à 11h, la gueule enfarinée. Et ben lui, comme c'est un musicien, donc il a la perfection en lui, parce que les musiciens, ça rigole pas. Les acteurs, on peut être plus ou moins bon, on peut faire semblant. Le musicien, il peut pas faire semblant. Non, vous savez jouer d'un instrument, absolument. ou vous ne savez pas jouer d'un instrument. C'est d'ailleurs souvent la question qu'on m'a posée, qu'est-ce qui est le plus difficile, de jouer de la comédie ou jouer d'un instrument? Je lui ai dit, vous voyez, je suis devenu comédien du jour au lendemain. Voilà. Ah, bah voilà. Voilà, mais oui, c'est compliqué. Alors on peut après, il y a des bons et des bon, mauvais attention, Il y a quand même il y des a comédiens plusieurs qui niveaux travaillent de 8 heures par comédie. jour. Il y a hein. plusieurs niveaux. Je suis pas comédie. capable d'aller jouer Hamlet au théâtre. Voilà, des choses c'était comme ça, quand on est au Mais c'est français. vrai que dans Claude, de toute façon, je joue pas la comédie dans les films de Claude. Je joue des rôles de musicien. Et en fait, c'est quelqu'un qui est à la recherche de la vérité, du sentiment. Et je veux dire, voilà, la première fois qu'on a fait un film ensemble, il n'arrivait pas à trouver l'acteur qu'incarne ce musicien, pianiste et chef d'orchestre. Il m'a dit, bah t'as qu'à le faire, toi. T'as à peu près la tête du rôle, fais-le. Et puis Oui, voilà. oui, monsieur. Là, on peut dire monsieur. Monsieur, oui, Allez, parce que vous restez avec nous parce que quand même, on va se retrouver dans un instant. Bien sûr. Et vous aussi, d'ailleurs, chers auditrices, chers auditeurs, restez avec nous sur Sud Radio. C'est excellent. Revient juste après la pause. On est avec l'acteur Antoine Duléry et puis le compositeur Laurent Couzon. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci de votre fidélité à C'est excellent sur Sud Radio. Avec moi, l'acteur et auteur Antoine Duléry, qu'on retrouve sur TF1 avec RIP. La vie vous va si bien, c'est les 8 et 15 décembre. Et puis dans Panique au Grand Magasin, ça c'est le 22 décembre. Et puis sur scène aussi, Antoine Duléry lit Entre les lignes à Lyon dès le 13 janvier. Ça s'arrête jamais celui-là. Hein. Et puis le faut pas compositeur s'arrêter, faut pas s'arrêter. Laurent Couzon, qui après son très beau The Book of Life, qui a été créé le 24 novembre et qui va être en tournée, sort un album, son album tout dernier, Néoclassical Suite, et puis sera en concert à Paris le 27 décembre à l'église de la Madeleine pour la symphonie 7 de Beethoven et le Requiem de Fauré. Allez, on va écouter un petit extrait de The Book of Life quand même, un petit, Avec plaisir. pour se mettre en bouche, mon cher Laurent. Ah, ça fait des frissons. Hein. The Book of Life, Magnifique, orchestre magnifique. symphonique. Magnifique. 80 personnes avec vous sur Ah ouais, scène. 80 personnes, Laurent 60 Couzon. choristes, et puis surtout une œuvre assez singulière. C'est vrai que c'est la suite un peu du Requiem 19 dont vous avez parlé. Ouais. J'essaie d'aller dans cette espèce de, à la fois trilogie spirituelle, et puis peut-être, vous savez, quand on est un artiste, on essaie de trouver ce qui peut encore créer du lien, Bien notamment dans ce qui a été divisé et épars, comme un certain nombre... Les et trois de- monothéismes, Voilà, notamment. notamment tout ce salement qu'est le communautarisme, et Ouais. puis le CN. Donc là, le Book of Life, c'est une œuvre qui est écrite en 9 langues. Ça va de l'araméen à l'anglais moderne. Il y a une langue par mouvement. Et symboliquement, la démarche, c'est d'essayer de rassembler. C'est fou ça de faire chanter en araméen quand même. Ah oui, Vous oui, êtes le c'est- seul à faire ça. Hein. En fait, je vais vous dire, j'aime jouer avec les langues parce que les langues aussi influencent le langage musical. C'est-à-dire que par exemple, là, on vient d'entendre le morceau en anglais, qui est le final de l'œuvre. Eh bien, l'anglais ne va pas du tout sonner pareil qu'une
langue ancienne comme l'araméen. On n'écrit pas la même musique, donc ça fait également une œuvre musicale Donc qui vous évolue. écrivez en vous adaptant aux langues? Absolument, en D'accord. recherchant les gammes, en recherchant les sonorités, en recherchant Quel travail. Oui, Combien de temps vous avez mis pour le créer, cette En fait, opéra? la démarche qui est difficile, c'est d'arriver à faire le lien et de raconter une histoire. En fait, ce Book of Life, il raconte. J'ai été prendre à la fois dans toutes les religions et dans toutes les cultures ce symbole très fort qu'est le symbole du livre de la vie. Alors évidemment, dans le judaïsme, le livre de la vie, c'est la prière de Yom Kippour. C'est là qu'on demande chaque année d'être réinscrit dans le livre de la vie. Mais en fait, ce livre de la vie, c'est un symbole qu'on retrouve dans tous les grands livres religieux, même en Asie, même dans le bouddhisme, vous savez. C'est cet arbre de vie où il y a les branches de la sagesse, les branches de la connaissance, les branches de la Bouddha tolérance. a connu son éveil. Exactement. Ouais. Et si enfin on arrive en haut de cette branche, donc si on utilise toutes les langues et toutes les cultures, peut-être on devient un homme éveillé, en tout cas plus sage. Donc ce que vous nous dites, c'est que la musique, elle peut encore jouer un rôle dans le rapprochement des communautés, Je l'espère. le rapprochement Qu'est-ce culturel. qui s'est passé le 24 novembre? C'est que j'avais dans la salle des gens de toutes les confessions assis l'un à côté de l'autre, des Libanais, des Israéliens, des Marocains, des Égyptiens assis à côté qui communiaient et qui écoutaient la musique ensemble. Et j'espère encore que la musique, ce langage universel, peut servir à ça. Vous aviez une question, Antoine? Non, je trouve ça très beau ce qu'il dit. Non, ça me faisait penser que Audiard adorait écrire des dialogues pour les acteurs. Et il n'écrivait pas de la même façon. C'est pour ça qu'il voulait savoir quels étaient les acteurs qui allaient jouer le film avant qu'il soit tourné, parce qu'il me dit, j'écris pas pareil pour Monsieur Audiard, pour Monsieur Gamin, que pour Monsieur Belmondo ou Monsieur Ventura. Donc il avait cette musique comme toi. Est-ce que c'est une musique? Pareil en musique. C'est une musique. Les dialogues sont des musiques. Ça serait quoi si vous deviez la définir, la couleur musicale de The Book of Life, Laurent Cousin? En fait, c'est de la... Vous savez, j'aime pas le mot musique classique parce qu'on dirait quelque chose de mort. Et vous voyez, la musique classique, c'est aussi des compositeurs vivants. C'est ma grande bataille. C'est de dire aux gens, la musique classique, c'est pas composé que de gens morts. Vous vous battez pour plus de musique classique à la radio, notamment. Ah oui, notamment, enfin, dans les médias de manière générale, parce qu'il faut absolument qu'on redise aux jeunes générations, en fait, cette musique, elle est pour vous. Il y a une peur d'aller à l'opéra, il y a une peur de franchir ce truc. Et pourtant, l'opéra est plein souvent, quand même. Ouais, mais il est plein de vieux. Il est plein de vieux. C'est ça qui me désespère. Les places sont quand même encore très 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 chères. Oui, mais non, mais pas forcément. À la Philharmonie de Paris, tu as des places à 10 balles, à 15 balles, etc. On pense toujours opéra de Paris. Mais il faut entraîner les jeunes générations à dire que ce patrimoine qui existe depuis 500 ans, 1000 ans, parfois, continue et qu'il est d'une modernité exceptionnelle. Donc moi, je me considère comme un musicien moderne, mais qui, au lieu de faire de la guitare électrique ou des instruments électro, mon instrument, c'est un orchestre symphonique, c'est tout. Voilà. Donc c'est du néoclassique. C'est ça que vous dites. Exactement. Mais c'est vrai que musique classique, on pense que c'est que des morts. Alors justement, musique classique, on dit c'est Handel, c'est tout ça, c'est Bach, c'est ça. Non. Écoutons du vivant encore la création de Laurent Cousin sur Sud Radio, Néoclassical Suite, des extraits d'albums. Que c'est beau, Laurent Cousin. C'est magnifique, hein, on dirait des... C'est la Néoclassical Suite. Attendez, je dis quand même que c'est votre album qui est sorti, qui est disponible sur toutes les plateformes. Il est sorti la semaine dernière, exactement, c'est le tout dernier. Il faut courir l'écouter. C'est justement ce dont on parlait, néoclassique, voilà, j'ai appelé ça comme ça parce que, alors là, c'est un voyage beaucoup plus intime que par exemple l'œuvre le deuxième qu'on a morceau en écouté. particulier, il y a un petit côté Schubert, quoi. Merci beaucoup. La comparaison est haute. Non, mais c'est un album, écoutez-le en entier, d'un bout à l'autre. D'abord, c'est vrai, on prend plus le temps d'écouter un album. Asseyez-vous, prenez 45 minutes, vous écoutez cet album d'un bout à l'autre parce que c'est un voyage qui va vous mener d'un point à un autre. C'est un moment de méditation. Ça va vous évader votre esprit. Ça va peut-être vous faire vous retrouver en vous-même. Enfin, c'est de la musique qui est fait aussi pour réfléchir et j'espère faire un peu de bien à l'âme.
Donc en fait, vous êtes Très beau, c'est votre très beau. piano et vous êtes avec un quatuor à cordes, hein, c'est ça. Exactement, là Voilà. on est que C'est 5, vous très, voyez, très je suis intime. capable de faire des petites formes aussi. Et c'est votre voyage méditatif intérieur qui nous emmène en fait. Après, on colle ce qu'on veut dessus nous, quoi. Exactement, Hein, bien ouais. sûr, la musique, chacun doit se l'approprier. Alors, ce qui est C'est très une musique intéressant qu'on dans votre... verrait- Pardon, Allez-y. pardonnez-moi. C'est une musique, tout de suite, évidemment, je pense vois à des images. Je vois des Ouais. images. Bah, c'est Tout ce que de j'allais suite, dire, tout de suite, il y a on se une dit, ça me dimension fait penser- visuelle Voilà, dans sa c'est pour ça que c'est un musique, grand très compositeur de cinématographique. musique, de film, puisque la Ah, vous musique me est si prenez mes importante. questions, là, Non, ça a pardon. plus du tout Non, Antoine non, je disais Duléry. que c'est un musicien, et parce que Claude, la musique est très importante chez lui. Ce que je viens d'entendre, ça me fait penser à la musique, tu sais, des autres, ou des heures, pardon, des heures. Tu Ah sais, oui, The oui, oui. Hours, c'est un peu ça, tu vois. Ah c'est- oui, bien sûr. Oui, il y a un Philippe côté Glass. The Hours de Philippe Philippe Glass, Philippe tout Glass. à fait. Il y a ouais. quelque chose, mais que Très, c'est très toi. grand compositeur Mais tu aussi. vois, et c'est très... Pardon, je vous ai coupé la parole. Mais je vous en Jennifer. prie. Donc effectivement, il y a une dimension très visuelle et cinématographique dans votre musique. Quand vous écrivez, est-ce que vous voyez les images, vous? Oui, Est-ce que moi, vous- je me fais un voyage, Ouais. je me fais des images, mais Alors, par exemple, sur ce second morceau qu'on a entendu, Ouais. qui est absolument sublime, The racontez-nous Search. ouais, The Search. Donc vous cherchez, on a compris. Exactement. C'est ça le voyage, c'est la recherche. Qu'est-ce que vous cherchez? En fait, c'est un Laurent morceau Couson. comme ça avec une boucle qui tourne. Donc, je lui ai donné ce titre comme justement la recherche d'une, je sais pas, ça peut être la recherche d'une idée, la recherche du bonheur, la recherche d'une femme, qui sait. Enfin, voyez, en tout cas, c'est une recherche. Vous Mais- nous en direz pas plus. Quoi, non, mais c'est parce ça. que je ne veux pas imposer à l'auditeur ce qu'il a envie de voir. Si vous voulez, une œuvre, ensuite, elle ne m'appartient Non, mais on plus. a envie de savoir ce que vous avez vu, je enfin, lui donne- Laurent. Non, mais Judith, vous savez que... Oui, Antoine. Ce qui est important, il a raison de ne pas Je répondre à lui votre donne, question. et il voit ce qu'il veut. Non, mais ce qui est important, Judith, Oui, vous qui oui, êtes je vous si écoute. intelligente, Oui. vous le savez. Oui, Antoine. Ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas le but. Oui. Ah, merci. Hein. Antoine. Alors ça, je qui suis compte, tout à c'est fait pas la- Moi d'accord. qui viens d'inventer cette phrase. Ah, mais je Elle suis est belle, 100% d'accord avec cette phrase. Non, bien sûr. Donc ce qui compte, c'est pas l'atterrissage, c'est la chute, quoi. Mais C'est oui. ça, on va Mais vous inverser savez, le c'est mot. le but. Hein, bah C'est le oui, but. oui, bien Je vais vous sûr. dire, et c'est ce qui est extrêmement beau dans notre métier, la musique classique est un métier si exigeant, où il faut des années d'apprentissage. Et je veux qu'on redonne ici, dans une période où l'immédiateté semble être absolument indispensable à tout. Aujourd'hui, on veut la réponse à tout. On prend son téléphone, on a une question, on veut la réponse. Non, la qualité de la recherche, la qualité du chemin, la qualité de l'apprentissage. C'est ça qui forme ce que l'on est, c'est ça qui forme un artiste. Et vous savez, pour rebondir, ces phrases merveilleuses. J'arrive plus à c'est en que- placer une, hein, c'est vous que êtes c'est au normal courant. maintenant, c'est Ah mon bah là, avec émission, les deux, c'est t'es mal notre barré. émission. Non, ce que je voulais juste vous dire, Judith, c'est très Oui, important ce allez-y, qu'il dit. Antoine, on vous écoute. C'est que sur le temps et l'immédiateté, l'éloge de la lenteur, c'est très important. Aujourd'hui, Oui. les enfants ne veulent plus s'ennuyer. C'est très important. Il faut L'ennui, s'ennuyer c'est pour l'imaginaire. imaginer, Et je vais il faut citer- lire, il faut- et je vais allez-y, allez-y, citer pour Antoine. la durée de nos métiers importants, comme dirait Michel Decker, le plus dur, c'est de durer. Mais il y avait une phrase magnifique que je dis toujours à mon propos, mais qui est de Gide. Il faut suivre sa pente du moment qu'elle monte. Mais il faut prendre du temps pour gravir la côte. On peut pas arriver tout de suite en haut. Ça fait des dégâts épouvantables. Laurent, vous avez un truc à ajouter? Parce que du coup, j'ai plus de Non, questions. je suis tout à fait d'accord. Je suis très content de t'entendre parler comme ça. C'est Voilà. exactement Vous ce êtes que je très pense. mignons tous les deux. Allez, vous êtes bien sur Sud Radio, c'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent. On est avec le comédien, vous l'aurez compris, Antoine Duléry, puis le compositeur Laurent Couson. Surtout, vous restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Parlons de vous sur Sud Radio, c'est le micro qui révèle ceux qui agissent. Aujourd'hui, on parle vrai avec Édouard Piens, qui est directeur stratégie et innovation du groupe InVivo. Bonjour Édouard, bienvenue. Bonjour Judith. Alors Édouard, notre thème du jour, c'est InVivo, qui est devenu, qui est le seul acteur agricole du consortium Fertiggi et qui deviendra en 2035 le premier distributeur d'engrais verts. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Fertiggi ? Alors Fertiggi, c'est un projet qui est né du principe que l'agriculture est responsable des émissions de gaz à effet de serre. Oui. De manière majoritaire sur ce que l'on mange, ce que l'on consomme. Si on prend une baguette, par exemple, 50% des gaz à effet de serre qui sont émis lors de la production de cette baguette sont dus à l'agriculture et dus aux engrais. Si on prend une bière, c'est 20%. D'accord. Donc, c'est vrai ce qu'on sont le sait pas, ça. des chiffres qui sont très importants et qui, du coup, nous ont fait réfléchir et nous ont fait dire que ces engrais, il faut qu'on les décarbone. Donc, c'est un projet Fertiggi en tant que tel, c'est un projet de construction d'usines d'engrais décarbonés. D'accord.
qui aura lieu dans le nord de la France. C'est un projet qui regroupe beaucoup d'acteurs européens. Ça aussi, c'est important de le dire, parce qu'on est en Europe peu producteurs d'engrais. On importe beaucoup ces engrais, et donc on s'est allié avec un certain nombre d'acteurs européens, néerlandais avec Heineken, allemands avec Siemens, des Italiens, des Espagnols, etc. Et le but, c'est vraiment d'être prêt à partir, à produire dès 2030, en fait, hein, c'est ça? Alors, l'objectif, c'est de produire dès 2030. Donc là, on est dans la phase d'étude, on est dans la phase de levée de fonds, et c'est de poser la première pierre en 2027 ou 2028, et de commencer à produire dès 2030. L'objectif, c'est de produire 500 000 tonnes. 500 000 tonnes, ça paraît énorme comme ça, c'est environ 10% de la production, de la consommation d'engrais en France. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous accompagnez justement les agriculteurs pour qu'ils adoptent assez rapidement ces engrais bas carbone dès la mise sur le marché, pour que ça rentre dans leur inconscient collectif presque, j'ai envie de dire? Alors, on a un avantage, c'est que l'engrais qu'on va produire, c'est exactement le même que l'engrais que l'on vend aujourd'hui. D'accord. La seule différence, qui est énorme, c'est son mode de production. Okay. Un engrais aujourd'hui est produit à partir de gaz, et notamment de gaz russe, ukrainien ou bon américain. À savoir, ouais. Voilà. Et donc, on ne va pas pouvoir l'utiliser ad vitam aeternam, et surtout, on a envie de le décarboner. Donc, l'idée, c'est de remplacer ce gaz par de l'électricité et de produire exactement le même engrais. Donc, l'agriculteur n'aura pas de difficulté à épandre tel ou tel engrais, ce sera exactement le même. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il coûtera malheureusement un petit peu plus cher, et donc il faudra l'accompagner à travers des filières, à travers la mise en place de filières que le consommateur sera en capacité, ou les différents maillons de la chaîne de valeur seront en capacité de valoriser, et donc rémunérer l'agriculteur pour qu'il puisse acheter ces engrais qui sont un petit peu plus chers. Il faut éduquer tout le monde, quoi, c'est ça que vous dites? Il faut éduquer tout le monde, ce sera indispensable. Et alors, est-ce que c'est des engrais qui sont compétitifs malgré toutes ces importations justement dont vous parlez? Alors, ils sont compétitifs, non, dans le sens où ils seront plus chers. Ça, c'est une certitude. Maintenant, aujourd'hui, ils sont beaucoup trop chers, et donc il faudra être accompagné par les pouvoirs publics, et il faudra être accompagné par l'ensemble des filières et des industries agroalimentaires pour que l'on puisse accepter ces engrais. Et ils vous suivent tous? En majorité, en tout cas. C'est le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, justement, c'est de convaincre les pouvoirs publics et de convaincre les industriels de nous suivre. Et elle va être où, cette usine, alors? Alors, elle sera située dans les Hauts-de-France, à Languevoisin, sur un site proche d'un certain nombre d'agriculteurs, mais sa zone de chalandise, on pourra distribuer un petit peu partout en France et dans le nord de l'Europe. Donc c'est quand même une production franco-française, entre guillemets, c'est quand même un projet aussi qui vise à renforcer notre souveraineté, quoi. Alors c'est totalement un projet qui vise à renforcer notre souveraineté, la souveraineté alimentaire française. Quand on prend, moi j'aime bien dire que quand on prend une baguette de pain, c'est fabriqué à base de farine. La farine, c'est fabriqué à base de blé, et le blé, c'est fabriqué à base d'engrais, à base d'azote, qui est l'élément qui permet de nourrir la plante. Et si l'on est capable de produire en France du blé, de le transformer en farine, puis de le transformer en pain, il nous manque ce maillon essentiel qui est la production d'engrais. Une fois qu'on aura cette production d'engrais, on pourra dire qu'on est totalement autonome dans la production de nos cultures agricoles. Donc le but, c'est de maîtriser toute la chaîne, en fait, hein, c'est ça aussi. Le but, c'est de maîtriser toute la chaîne, d'avoir cette maîtrise de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on maîtrise, alors chez Envivo, on a la chance de maîtriser justement la fourniture de ces engrais aux agriculteurs. On a la chance de pouvoir collecter leur blé, de pouvoir la transformer, puisqu'on a des moulins, et de pouvoir la transformer en baguettes. On a des boulangeries industrielles et des boulangeries artisanales un petit peu partout en France. Donc l'objectif, c'est de pouvoir maîtriser l'ensemble de cette chaîne de valeur. Pour des raisons économiques, pouvoir valoriser l'agriculture française. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir maîtriser la décarbonation de nos industries. Bravo, j'ai envie de dire cocorico, Édouard Piens. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie et innovation de Envivo Group, parce que c'est comme ça que ça se dit. Merci d'être venu participer avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Sur Sud Radio, le dimanche à 19h, on s'offre le luxe de l'excellence. C'est normal, c'est excellent. Je suis en compagnie de l'acteur Antoine Duléry, à retrouver sur TF1, dans RIP, La vie vous va si bien, ça c'est les 8 et 15 décembre, et puis dans Panique au Grand Magasin, ça c'est le 22 décembre. Et puis sur scène, dans Antoine Duléry lit entre les lignes, ça c'est à Lyon, le 13 janvier, sans oublier... Février, pardon. Février, excusez-moi, voilà. Parce que je vous ai bien fait vérifier tout à l'heure, mais vous m'avez pas contredit, c'est pas bien. Non, c'est février. Et puis vous êtes aussi lauréat du prix à l'Intersion, on va en parler pour votre livre Imitateur. Et puis à vos côtés, vous êtes avec le compositeur Laurent Couzon qui, après The Book of Life, créé le 24 novembre sur son nouvel album Néoclassical Suite, se produira en concert le 27 décembre à l'église de la Madeleine autour de la 7e symphonie de Beethoven et du Requiem de Fauré. Alors Antoine Duléry, puisqu'on parle avec vous de culture populaire depuis tout à l'heure, on va aussi parler de littérature, puisque vous avez reçu, je viens de le dire, le prix Alain Terzian pour votre livre Imitateur, sorti au Cherche Midi, ça c'était en 2020. Et puis vous l'avez reçu, ce prix, lors du prix du livre de Marseille en 2025, il y a peu de temps. Vous étiez lauréat notamment aux côtés de Franz-Olivier Gisbert ou Arthur. Bon, j'ai envie de dire, c'est une récompense qui salue autant l'auteur que l'acteur, quoi. Oui, parce que c'est un roman, enfin c'est pas un roman, c'est une biographie qu'on m'a demandé d'écrire sur ma vie, mon œuvre, sur mon parcours. Je l'ai écrit tout seul, je tiens à préciser. Bravo. Mais c'est surtout, ça me permet c'est rare, oui, c'est pour ça que je le dis. Mais on m'a proposé, j'ai dit non. Et puis c'est vrai que ça me permet de rendre hommage à toutes les belles rencontres que j'ai faites. Donc je parle de moi, mais je parle aussi beaucoup des autres. Et parce que je suis quelqu'un qui aime admirer. Et un jour, j'ai un copain, un prof de philo, qui m'a écrit un petit mot après avoir vu mon spectacle, on va revenir après au livre, et qui me dit: tu es admirable parce que tu sais admirer. Alors, pardon, c'est très flatteur pour moi, mais j'ai trouvé que c'était très beau. Et donc ce livre... Il n'y a pas que moi qui va avoir les chevilles qui enflent aujourd'hui. Ce livre, non, parce que ça décrit bien, ce livre est un devoir d'admiration et de transmission. Donc je parle de tous ceux qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné envie de faire ce métier, comme Laurent a sans doute ses pairs dans la musique, et donc je leur rends hommage, que ce soit Belmondo, Johnny, Jean Marais, Serrault, Jean Dujardin, enfin tout, mais enfin Jean c'est mon copain, mais tous ces gens qui m'ont donné envie, et je raconte beaucoup d'anecdotes très rigolotes, donc c'est un livre, je crois, assez agréable à lire, voilà. Et alors, dans votre spectacle, donc vous avez écrit ce livre, et puis en fait, vous transformez la lecture en spectacle, alors pas de ce livre, mais bon quand même, vous faites un spectacle qui s'appelle Antoine Duléry lit entre les lignes. C'est quoi l'idée de... C'est un voyage littéraire. Avec de lire, ça peut faire rire. C'est tout. J'adore lire, et c'est vrai que la lecture, c'est compliqué en ce moment. Comme je le dis, malheureusement, qu'est-ce qui est le plus aujourd'hui? Ce sont les textos. Ouais. Donc je parle de tout ce qui est lecture. Pourquoi on lit? Le plaisir. Pourquoi on lit? Je fais lire les gens dans la salle. C'est interactif. C'est pas moi derrière mon pupitre, surtout pas. Donc je fais quelques imitations en rapport avec ces textes, et je les mets. Tous les textes que je lis, je les mets évidemment en parallèle avec la vie d'aujourd'hui. Par exemple, je fais un journaliste qui commente d'une façon un peu imbécile ce qu'il voit sur le parvis de Notre-Dame de Paris, et qui décrit ce qu'il voit. Voilà, oui, effectivement, il y a des flammes, puis je dis, moi je préférais quand c'était Victor Hugo qui nous racontait l'incendie. Et donc là, je fais Notre-Dame de Paris. Et je commence le spectacle en disant: mesdames et messieurs, je vais vous lire un texte. Je vais commencer par un texte que j'aime énormément et que je lis tous les soirs avant de m'endormir. Et là, je me dirige vers un vieux livre, mais il y a un médicament qui est caché derrière, et je lis la posologie d'un médicament, comme si je lisais du Racine. Donc les gens rient, mais je dis, ça reste de la lecture. Donc je parle de tout ce qui est lecture. Voilà. Eh ben, c'est tout un programme, ça donne envie. Très envie. C'est classique, tu vois, pour revenir à ce que tu disais sur c'est classique. Enfin, je lis des auteurs classiques, mais pas que. Ça va de Duras, sur un texte très érotique, jusqu'à Francis Blanche. Duras, c'est du classique maintenant. C'est du classique maintenant. Mais enfin bon, c'est quand même. C'est pas Baudelaire, c'est ça. C'est du classique. C'est comme Laurent Couzon, si je vous engueule, Marguerite Duras, c'est du classique. Laurent Couzon, on l'a dit, le 27 décembre, vous allez diriger la symphonie numéro 7 de Beethoven et le Requiem de Fauré, ça c'est à la Madeleine. Oui. Alors à la Madeleine, c'est dingue déjà comme endroit. Ah oui, c'est dingue. C'est une fois par mois que vous faites des concerts. Oui, et là, pourquoi vous avez choisi ça à ce moment-là? Oh, c'est archi plein. À chaque fois, on fait les grandes œuvres du répertoire, parce que c'est vrai que la Madeleine, en fait, est devenue un endroit. C'est devenu l'église la plus populaire de Paris, en fait, et on a tous les publics. C'est pas que des publics connaisseurs de musique classique qui viennent. Du coup, ça vous motive d'autant plus. Voilà, les gens osent rentrer. Donc, on fait chaque mois les grandes œuvres du répertoire. Ça va du Requiem de Mozart, en passant par les symphonies de Beethoven, le Requiem de Verdi, etc. Et le public est toujours au rendez-vous. Et puis, j'engage tout le monde à venir parce que quel cadre exceptionnel. Les gens passent une soirée magique. Et c'est très, très beau à la fin parce que moi, j'ai une chance. Quand je me retourne, je vois, ils ouvrent les grandes portes. Et là, dans l'axe, je vois direct la place de la Concorde et l'Assemblée nationale au bout. Et le public, généralement, qui nous applaudit. Ça,
ça, c'est une vision extraordinaire. Ouais. Ça me rappelle, Magnifique. ça me rappelle quelque chose de moins gai, l'enterrement de Johnny, où j'ai pu assister malheureusement, mais il y avait cette espèce de foule incroyable. C'était incroyable, bien sûr, incroyable. bien sûr. Mais le Requiem de Fauré est une merveille. Alors C'est un des justement, trucs si vous me que je- permettez de continuer à que faire je mon préfère. émission. Ça suffit, Judith. Maintenant, je vais prendre le pouvoir. Alors, Judith, Donc, pourquoi la radio? Antoine Duléry. Requiem de Fauré, c'est un chef-d'œuvre. J'allais absolu. dire que la Chef-d'œuvre. symphonie 7 de Beethoven, c'est l'énergie, la puissance, le feu. Le destin. Voilà. Ouais. J'adore Et ça. puis Forêt, Forêt. c'est quand même la douceur, quoi. La forêt, c'est l'intériorité, c'est Ouais. c'est Pourquoi ce la contraste, ce choix contemplation. C'est Ouais. intéressant justement. C'est de montrer la grande diversité qu'est la musique classique, quoi. Beethoven, c'est le révolté, le révolutionnaire, l'engagé, hein, le tourmenté. Et puis Fauré, c'est quelqu'un de timide, presque pudique. Voilà, c'est une musique qui touche Et le vous cœur vous des situez gens. où, vous dans là-dedans là Mais je Ça dirais, va si tu me permettrais pas, entre les deux. Peut-être entre les deux, mais Non, parce que moi je le connais. Non, mais c'est vrai, je connais. Merci, Antoine. Je connais sa douceur et son extrême violence. voilà. On saura tout, Laurent Couson. J'essaie Non, je d'être- sais pas. j'essaie Non, mais je d'être pense moi-même, mais on est forcément marqué par des influences et ces deux compositeurs-là, ça fait partie des gens qui ont changé ma vie. Laurent Terzieff disait, tu sais, à propos du théâtre privé et du théâtre Oui. public, la Guéguerre, il dit, le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et, Et cela. cela. Je pense que la grande Beethoven. musique, c'est aussi Alors- Fauré et Et Beethoven. Et alors, Laurent Couson, entre vos compositions à vous, personnelles, sur scène, et l'interprétation des grands chefs-d'œuvre comme ça, où est-ce que vous êtes le plus libre, où est-ce que vous êtes totalement vous-même? Non, mais ce qui est le plus grisant, c'est évidemment de diriger sa propre musique. Ça, je Évidemment. crois que vraiment, c'est le sentiment le plus fou que je connaisse, qui m'ait été donné de faire. Après, diriger des grandes œuvres du répertoire apprend Ça doit être assez soi-même à son grisant métier de aussi, compositeur. quand même, Parce ouais. que quand on est un chef d'orchestre, on doit analyser la partition de fond en comble, on doit la connaître par cœur, on doit savoir ce que chaque instrument joue. Donc forcément, on apprend comment elle est faite et comment le compositeur a réussi à écrire ça. Donc c'est une très Mais très vous bonne aviez école. fait d'ailleurs des vidéos à une époque où on vous voyait de face mener cet orchestre, parce que c'est vrai que le chef gens se d'orchestre, rendent on pas le voit compte. de dos. Mais surtout, on voit pas Antoine, l'énergie, les visages. Un chef Incroyable. d'orchestre est un très bon comédien. Parce qu'en fait, les gens pensent toujours qu'on dirige avec nos bras. Ceux avec quoi on dirige le plus, ce sont les yeux. Hein, on regarde les gens, on leur transmet les émotions avec nos yeux, avec les expressions de notre visage. Et si vous voyez toutes les vidéos des grands chefs d'orchestre de face, vous verrez à quel point ce sont de grands comédiens. Vous pouvez presque couper le son et deviner l'émotion qu'ils sont en train de transmettre. Ça, je m'en étais pas rendu compte. Je Ouais, pensais tu vraiment que regarderas, c'était avec tu les regarderas. oreilles, Intéressant. là. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. On recommence. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Alors tous les deux, Oui. on le dit depuis tout à l'heure, on est dans un monde un peu brutal, un peu polarisé, très rapide. Enfin, c'est un peu compliqué en ce moment. On en a tous cette sensation-là, surtout quand on vient du vieux monde, comme nous tous, qui n'avons pas grandi avec Internet et les smartphones, etc. L'art, c'était une manière de s'exprimer, de se rebeller. C'était un refuge. C'était, je ne sais quoi. C'était quoi pour vous d'ailleurs? Tiens, Antoine. L'art, Duléry. pour moi, ça a été très tôt. Ça a été là, parce que j'ai commencé à faire du dessin, moi, tout petit. Ouais. J'avais un papa qui dessinait très bien, et moi, j'étais doué vraiment en dessin. Les gens pensaient que je serais dessinateur. À 14-15 ans, j'ai voulu faire l'acteur. Donc moi, c'était un refuge. Ouais, c'est J'étais ça, très ça vous timide. soulageait, quoi. Ouais, j'étais très timide, et moi, le refuge, c'était le dessin. Vous J'ai êtes plus timide du tout, ça a bien marché. Hein. Non, mais j'ai quand même, je peux avoir de temps en temps, non, c'est vrai que je me suis beaucoup guéri, mais de temps en temps, je peux avoir encore des accès de timidité. Mais vous savez, les acteurs sont souvent des grands timides, je sais pas si c'est le cas des musiciens, et souvent, quand on est comme ça, assez volubile, etc., parfois ça cache aussi un fond de timidité. Oh, c'est justement c'est pour mignon. lutter contre ça qu'on a besoin de se mettre en lumière. Et moi, ça a été le dessin. Voilà. Donc D'accord. l'art est rentré très tôt dans Par le ma crayon. vie. Oui, puis parce que mon père m'emmenait beaucoup voir des expositions, tout ça. La peinture était très présente. Et aussi un peu la musique. Laurent Couson, vous, c'est quoi? C'est un refuge? C'est une manière d'affronter le réel? C'est une manière de le rendre plus beau? Certainement de le rendre plus beau, oui, parce que l'art est de tout temps ce qui a créé l'humanité. Je sais pas, moi j'étais, paraît-il, un petit garçon très agité qui n'arrivait pas à se concentrer et qui était à la limite de l'autisme. Et quand on m'a fait écouter de la musique classique pour la première fois, il paraît que mes yeux se sont ouverts, que j'ai pris même une cuillère et que j'ai commencé à faire ça. Et là, ça a été. Du coup, on vous a donc je sais abreuvé pas, ensuite. Je sais pas d'où ça vient. Voilà. Ouais. Comment vous avez commencé? Comme Par ça. quoi? Par un instrument? J'ai commencé par jouer de la trompette. Ouais. Je suis un trompettiste. Et puis, très vite, j'ai eu envie d'écrire de la musique, de la créer, plutôt que de jouer celle des autres. Donc, j'ai appris à le faire.
Et vous, Antoine, vous avez eu envie de devenir metteur en scène, par exemple? Pas vraiment. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire Johnny, parce que j'adore Laurent Kojand. Parce que quand on parle de la Madeleine, forcément je pense à moi. Je vais vous répondre, metteur en scène, oui, si, je vis avec une metteuse en scène, et j'ai écrit un film avec un grand scénariste qui s'appelle Guillaume Laurent. J'essaye, c'est compliqué en ce moment. Alors j'ai fait une histoire qu'on trouve, qu'on a fait ensemble évidemment, qui nous plaît, qui est très jolie. C'est un film entre les deux. En ce moment, les films entre les deux, s'ils sont pas très quelque chose, ils sont plus difficiles à faire. Mais j'espère arriver à le faire. J'ai les producteurs, j'ai pas encore les distributeurs. Mais j'adorerais diriger. Oui, et je crois que vous savez, moi j'ai eu la chance de travailler avec des acteurs, metteurs en scène. Pour moi, ce sont les meilleurs metteurs en scène, ce sont souvent les acteurs. parce qu'ils connaissent les acteurs, vraiment leurs tracs, leurs angoisses, leurs joies, leurs difficultés. C'est excellent, c'est le rendez-vous des gens excellents, tout simplement. On est avec le comédien qui écrit, Antoine Duléry, et puis le compositeur qui joue du piano aussi, Laurent Couzon. À tout de suite, restez avec nous, on va se retrouver dans un instant pour la fin de l'émission. Et Laurent, est-ce que tu joues du piano debout? C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et tu sais, tu parlais de la musique tout à l'heure, mais n'oublie pas que la musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Non, mais c'est super parce que c'est drôle parce que quand on a fait le film avec Johnny là, tu sais, Salon on t'aime. J'ai rencontré Johnny à ce moment-là. Il me dit, alors je peux pas l'imiter comme toi, mais il me dit. Alors c'est toi la musique? Je dis bah oui, c'est moi qui ai fait le truc. Fait ouais, moi j'aime bien ça la musique, tu sais. Et donc j'ai adoré cette première phrase. Ah bon? Ça alors, je te jure que c'est une phrase authentique. On a tous des trucs sur Johnny. Johnny c'est un génie absolu de ça. C'est un génie absolu. Moi j'aime bien la musique, tu sais. Moi j'aime bien la musique. Ah bon? C'est un génie. Alors, on est 6-6 là ou pas? C'est un génie, j'aime bien la musique aussi. Ouais. Ah, c'est toi la musique? Bah moi j'aime bien la musique aussi. Ouais. Je te jure, ça va la bien. phrase, y a pas. J'aime bien la musique aussi. Oui. Ouais. C'est génial. T'es un génie, t'es un génie. Ouais, mais ça va être chaud, faut que j'arrive à le tenir, le portrait chinois. Comme tu veux. Bon, tu me mets 6 et on verra. Je parlais à mon réalisateur, Antoine. Ça ne nous regarde pas. Où est-ce qu'il est, le réalisateur? C'est toi? Il est là. T'es tout jeune, toi, Juju, là. J'aime bien le oh là. Et moi, j'arrive pas à lui dire qu'il faudrait qu'il se coupe les cheveux. vient de l'intérieur. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Chaque dimanche, c'est excellent sur Sud Radio. Vous êtes au bon endroit, ici, bien sûr. Avec vous, l'acteur Antoine Duléry à retrouver sur TF1 avec RIP. La vie vous va si bien, c'est les 8 et 15 décembre. Puis dans Panique au Grand Magasin, c'est le 22 décembre. Et puis de retour sur scène avec Antoine Duléry. Lit entre les lignes, ça c'est à Lyon le 13 février. Sans oublier lauréat du prix à l'Intersium polémique d'acteur, paru au Cherche Midi. Et puis Laurent Couzon, qui après The Book of Life, créé le 24 novembre, sort son album Néoclassical Suite, sera en concert le 27 décembre à l'église de la Madeleine pour la 7e symphonie de Beethoven, le Requiem de Fauré. Ça y est, je l'ai bien descendu, vous avez beaucoup trop d'actu, messieurs. Alors, chers amis, c'est bientôt l'heure de la chronique Parlons de vous, mais juste avant, la chronique Parlons de vous, vous savez, c'est la prise de parole de ceux qui s'engagent pour un monde meilleur, mais juste avant, c'est mon moment préféré, c'est l'heure des portraits chinois. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Ah bah oui. Alors, je vous pose une question, vous réfléchissez pas trop, pour répondre. Et vous parlez pas trop non plus. Non, ça va être dur. Alors, Antoine Duléry, si vous étiez une phrase. La mort, je la préviens tout de suite, elle ne m'aura pas vivant. Ah, alors dites-en plus maintenant. Jean Cocteau. Je la trouve très belle, cette phrase. D'accord. Un cocktail, des Cocteaux. C'est vous qui décidez, quoi. Non, mais c'est-à-dire que ça continue, quoi. La mort, je la préviens tout de suite, elle ne m'aura pas vivant. Je vais continuer à vivre. C'est beau. Il y a une phrase que je déteste, c'est « on n'a qu'une vie ». Je n'aime pas cette phrase. Moi non plus. Parce qu'on peut en avoir plusieurs, peut-être. Peut-être. Laurent Couzon, si vous étiez une harmonie. Une harmonie majeure, mais quand même avec une 7e augmentée. D'accord. Alors, il faut expliquer ce que c'est aux auditrices, aux auditeurs. C'est un truc très positif et solaire. Voilà. Bon, d'accord. Antoine Duléry, si vous étiez un rôle que vous n'avez jamais joué. Maigret, le commissaire Maigret. Ah, vous auriez kiffé faire ça? Oui, je rêve de le faire, j'ai encore le rêve de le faire. Je connais très bien, Simenon est un de mes auteurs préférés. Je connais très bien John Simenon qui m'a dit un jour, ah oui, tu feras un très bon Maigret. Maigret, c'est formidable, c'est une ambiance, c'est des enquêtes, mais c'est surtout une ambiance très cinématographique. C'est génial, j'adorerais faire le commissaire Maigret. Laurent Couzon, si vous étiez un style musical.
Oh là là, difficile. Romantique. La période romantique. Voilà. Ça vous va bien à vous? Oui, j'adore le romantisme. C'est un truc qui s'est perdu. Ouais. Et j'aime beaucoup le romantisme et je revendique être romantique. C'est mignon, ça aussi. Antoine Duléry, si vous étiez un décor? Ce sera un décor un vrai décor sera un décor de théâtre, alors ce sera un décor de forêt. J'adore la forêt. Laurent Couson, si vous étiez une bande originale? Certainement un film de Fellini, donc du Nino Rota. Voilà. D'accord. 8,5. Antoine Duléry, si vous étiez un geste avant scène? Un quoi? Un geste avant scène. Qu'est-ce que vous faites avant de monter sur scène? Un doigt d'honneur, non. Qu'est-ce que je fais avant de rentrer Votre sur scène? geste avant de monter J'aurais sur scène. tendance à toucher le décor qui est en bois. D'accord. Pour que ça me Vous porte touchez la croix chance. du petit Jésus, quoi. J'aurais tendance à savez faire ça. ça? Je suis assez superstitieux. Oui, je D'accord. fais toujours un peu les mêmes gestes. Oui, je suis assez Laurent superstitieux. Couson, si vous étiez une œuvre que vous n'avez pas encore écrite? Eh bien, comme dirait notre ami Claude Lelouch, les plus belles années d'une vie étant celles que l'on n'a pas encore vécues, ça sera la prochaine. On avait envie de savoir ce que vous étiez en train d'écrire, en fait. C'était ça la question, vous avez compris quand même. J'ai pas encore la réponse. En cours. D'accord, bon, j'aurais essayé. Antoine Duléry, si vous pouviez vivre une journée dans la peau de quelqu'un d'autre, ça serait qui? Oh là là, c'est compliqué ça. Dans la peau d'une femme. D'accord, et laquelle? Vous. Oh. Bon courage. J'aimerais être dans la peau de Judith Belair. Déjà, j'aimerais avoir son physique Bon, arrêtons cette... et sa voix, parce qu'elle a une voix de radio. Ah oui, Vous ça. devriez En faire même de temps, la je fais de la radio. radio. Laurent Couson, si vous pouviez arrêter le temps un instant, ça serait quand? Maintenant, Bah pour voilà, profiter tant de qu'à vous, faire. Judith, comme Antoine, on Oh est là, tellement bien avec vous. On est au top. J'adore cette émission. Antoine Duléry, ça sera la dernière. Quand vous ne jouez plus un rôle, combien de temps est-ce que vous mimez à vous quitter ce rôle? Oh, tout de suite. Tout de suite? Oui, Vous vous n'êtes savez, pas je suis pas... un acteur studio? Non, pas du tout. Ça a D'accord. fait des très très grands acteurs, mais moi je suis plus de la commedia dell'arte. Je serais Ouais. plus du côté méditerranéen, c'est-à-dire Serrault, ce serait Mastroianni, comme il dit. Et comme disait Noiret, vous savez, dès qu'on met le costume, on a le personnage. Et moi, c'est vrai, dès que j'ai le costume, je marche différemment. Si j'ai une soutane, je vais marcher comme un curé. Si j'ai une baguette, je vais diriger comme Laurent. Voilà, donc non, je suis pas très prise de tête. Vous êtes un peu le Sean Connery français. Oh là 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 là. Private joke à l'antenne. Laurent Couson, quand vous ne pensez pas à la musique, à quoi pensez-vous? Au romantisme. Au romantisme, donc probablement à l'amour, aux femmes. Oh, c'est beau. Bon, bah voilà, ça sera le mot de la fin. Les femmes. Oh, Ouais, les femmes. Femmes, tu te souviens Voilà. dans Figaro. Allez, c'est l'heure de Parlons de vous, la chronique qui raconte les entreprises qui s'engagent. Antoine Duléry, Laurent Couson, on se retrouve juste après pour se dire bye bye.